Nous sommes là, fidèles au poste, mesdames et messieurs. Chaque semaine, nous sommes là, nous, de la presse, pour parler des temps forts de l'actualité. Aujourd'hui, je suis avec trois compétences de mon pays. Je suis avec Faye Nikombikai de Top Media. Très heureuse d'être encore parmi nous, Faye. Merci beaucoup, madame. Aujourd'hui, vous allez découvrir Kanya Ngandou de Gaza Hebdo. C'est la première fois qu'il participe à cette émission. Bonjour, monsieur Kanya. Bonjour, madame. Très heureuse en tout cas d'être parmi nous. Et nous allons terminer par une intelligence fine de mon pays. Entre nous, je le dis toujours, il faut qu'on se jette de fleurs. C'est vraiment une intelligence fine que j'admire énormément, que j'apprécie énormément. Israël Moutala de Business and Finance. Très heureuse d'être avec nous. Merci. Le compliment est partagé. Voilà, nous allons commencer par Mobutu, comme vous le savez. Nous sommes le 24 novembre 1965. Aujourd'hui, c'est le 24, en fait, c'est le 24 novembre 2015. Donc, ça fait à peu près 50 ans que Mobutu a fait son coup d'État, que Mobutu a été, pas élu, mais nommé président de la République. Alors, Faye Nikombikai, 50 ans après, quel souvenir gardez-vous du maréchal Mobutu personnellement? Est-ce que Mobutu a été un grand homme d'État, ou comme le disent une certaine opinion, c'est lui qui a conduit ces géants à se mettre à genoux aujourd'hui? Oui, d'abord je commence par vous remercier, madame, pour l'opportunité. 50 ans plus tard, Mobutu n'est plus. Concernant son personnage, Mobutu avait ses qualités, avait aussi ses défauts. Mobutu, c'était un fin stratège politique et un fin stratège militaire. Du côté positif, nous avons connu un Zaïre à l'époque fort. Jusqu'à vers quelle année le Zaïre fort était? Sur le plan sécuritaire, jusqu'aux environs des années 90. Le Congo était encore très fort. On n'enregistrait pas autant d'incursions que l'on enregistre à ces jours. Néanmoins, sur le plan de la paix, nous devons les reconnaître. Chacun a ses points forts, chacun aussi a ses points faibles. Mais Mobutu a beaucoup failli sur le plan économico-financier. Dans la mesure où Mobutu a hérité d'une économie florissante, mais qu'il n'a pas su exploiter. Il faut vous rappeler qu'en 1967, un Zaïre équivalait à 2 dollars. Il faut vous rappeler la seule université en Afrique centrale où la faculté de pharmacie était organisée, c'était qu'au Congo. À l'époque de l'Ovanium, les Sud-Africains venaient étudier ici. Beaucoup de ressortissants de pays limitrophes venaient étudier au Congo. Les niveaux de vie d'un Zaïrois à l'époque dépassaient celui d'un Sud-Coréen. Les niveaux de vie d'un Zaïrois étaient équivalents d'un Canadien. À ce jour, je ne pense pas qu'il ne peut même pas y avoir de bas. Mobutu a hérité d'une situation économico-financière exceptionnelle. Il y avait beaucoup de sociétés d'État qui étaient vraiment florissantes. Lorsque vous prenez la GECAMIN, lorsque vous prenez par exemple l'AMIBA, l'ONATRA, tant d'autres, toutes ces sociétés-là, c'était vraiment leur époque. Les fleurons de l'économie. Les fleurons de l'économie congolaise. Mais à ces jours, bon, pas à ces jours, vers la fin de règne de Mobutu, on n'a pas connu encore la grande GECAMIN qu'on avait connue, l'AMIBA qui tenait quand même, l'ONATRA aussi qui s'enlisait, mais vers la fin des années 90, mais Mobutu, à un moment, il faut le reconnaître, n'avait plus encore la commande de tout l'appareil étatique du Zaïre. À un moment, il était, je ne sais pas si c'était la maladie ou bien il était dépassé par les événements. C'était un membre de famille qui devait diriger à gauche, c'était un cousin, c'était un proche, et toute cette situation-là a fait que l'économie zaïroise à l'époque vraiment tombe si bas.
Kanyangandou, pour vous, Mobutu était-il le mal zaïrois incarné? Madame, parce que c'est à lui qu'incombe vraiment tout l'échec Madame, de très rapidement, je vous remercie pour m'avoir convié à cette émission. J'ai beaucoup d'estime pour vous. Je vous en prie. Je vous vois à distance. J'ai le plaisir de parler à nos téléspectateurs, avec vous, c'est de se tromper d'époque. Vous savez, même en Europe, les gens ont cherché des dictatures. Pendant la guerre mondiale, l'Espagne avait Franco, l'Allemagne avait Hitler. L'Italie avait Mussolini. La France est allée chercher jusqu'au croulant maréchal Pétain, parce qu'ils avaient besoin d'un pouvoir fort. Et en ce moment-là, aux États-Unis, c'était la seule exception. Franklin Delano Roosevelt est revenu pour la 3e fois. Au moment où Mobutu avait besoin de tous les atouts pour lutter contre les agressions qu'il pressentait, parce que mon ami a dit que c'était un fin stratège, il avait senti souffler le mauvais vent, il avait besoin de caporaliser le pays pour prévenir ce qui arriverait. Les gens ont demandé précipitamment la démocratie. Et ce qui est arrivé est arrivé. Plus tard. Pour vous, quel est son bilan? Son bilan est mitigé. Il a fait quand même des grandes choses en République, dans l'ex-Zaïre. Mobutu a quand même fait quelque chose. De très grandes choses. Nous lui devons le fait que le Congo, ce n'était pas n'importe quel pays. C'était la plaque tournante au cœur de l'Afrique. Nous lui devons le fait que, tout autour de nous, c'est le Congo qui allait régler les problèmes et non l'inverse. Nous lui devons aussi le fait que nous sommes allés nous porter en allié de Yakubu Gowon, je ne sais qui, au Nigeria. Très loin de nous, nous avons réglé le conflit là-bas. Qu'à cela ne tienne, sur le plan de l'économie, Mobutu a commis de bévues. Il a d'abord nationalisé, là j'ai quand même 100 ans, et plus loin, il ne s'est pas arrêté là, il a zaïrianisé. Ce sont des erreurs telles que on ne s'en remet jamais. Nous en payons le prix jusqu'à aujourd'hui. Ça se paye cash. C'est ce qui fait que Mobutu est parti du pouvoir dans ses petits souliers, peut-être par la fenêtre, mais il ne reste pas moins grand. On ne fait pas 32 ans de pouvoir sans être un grand homme. En se faisant oublier aussi rapidement, c'est impossible. Israël Moutala, on a l'impression aujourd'hui que Mobutu, comme l'a dit notre confrère Kanyangandou, Mobutu est presque gommé de l'histoire de la République démocratique du Congo. Est-ce que pour vous, Mobutu est-il un grand homme? Quelles sont ses grandes erreurs? Parce qu'aujourd'hui, on a suivi dans les radios périphériques, on a parlé de lui. La plus grande erreur de Mobutu, c'est la zaïanisation. Moi, je prends le volet économique. C'est la zaïanisation, sa plus grande erreur, sur le plan économique, sur le volet économique. Moi, je vais être franc envers notre population, envers moi-même. Ce que je pense du règne de Mobutu, c'est un immense gâchis. Okay. Moi, je ne pleurais pas Mobutu. Pour qu'on évalue la grandeur d'un homme, c'est par rapport au progrès social, à la stabilité, au progrès social qu'il a su faire profiter à sa population et à la stabilité de l'État. Or, Mobutu a déconstruit l'État. Mobutu a détricoté l'État. Mobutu a affaibli les institutions de l'État à cause d'un pouvoir personnel. L'armée était personnalisée, l'armée n'était pas bien équipée, il y avait des purges, il y avait des faux coups d'État inventés. Mobutu a affaibli l'armée, a affaibli les institutions de l'État. Aujourd'hui, nous en payons le prix. Aujourd'hui, c'est un Congo fragile, mais n'oublions pas que ce Congo fragile a été fragilisé par le fait de Mobutu. Donc, en termes de progrès social, dites-nous, pendant les 32 ans du règne de Mobutu, quels sont les gains sociaux qu'on a pu bénéficier en RDC? Il a hérité d'une situation florissante. C'était pas son fait. C'était le travail fait par les colons belges. Donc tu hérites d'une situation économique plus ou moins florissante. Et donc, qu'est-ce qui t'incombe à toi comme rôle? C'est de maintenir au moins le niveau que tu as trouvé ou faire progresser. Donc, je passe ici au taux d'accès à l'éducation, au taux d'accès à la santé, au nombre de kilomètres de routes construits,
au nombre, par exemple, au bien-être social. Donc, il y a des critères sur lesquels on peut se dire... Et toutes les constructions de Mobutu, le barrage d'Inga, la voie du Zaïre, tout ça, Mobutu n'a absolument rien fait. C'est quand même aussi un peu trop fort. C'est vrai que vous ne pleurez pas Mobutu, mais quand même, il a fait quelque chose dans ce pays. Ça veut dire que... Mais Ce sont des éléphants blancs pour vous, tout ce qu'il a fait. Je ne dis pas que tout est noir. Ça veut dire que... Je ne dis pas que tout est noir. Mais je dis qu'en termes de bilan, pour moi, le bilan n'est pas mitigé. Mais par rapport à la zaïrisation, c'était une bonne chose, la zaïrisation? La zaïrisation n'était pas... L'idée en soi. L'idée, c'était quoi? L'idée, c'était reprendre une indépendance économique. On avait une indépendance politique, mais une indépendance politique sans indépendance économique ne sert à rien. Parce que quand vous n'avez pas les moyens, les capitaux pour justement peser sur la scène politique ou sur la scène internationale, vous ne valez rien. Vous avez un droit politique, mais qui ne repose que sur du vent. Donc, l'idée de récupérer cette souveraineté économique en zaïrianisant, en nationalisant, était en soi une bonne idée. Mais on ne zaïrianise pas de n'importe quelle manière. C'est vrai que d'avoir arraché la Gécamine, c'était un acte, un haut fait. Historique, je me rappelle, c'était le Haut-Katanga. Comment ça s'appelle encore la société? L'Union minière du Haut-Katanga. C'était louable. Le fait d'avoir justement, que ce soit l'Okimo, la Miba et tout ça, de les avoir, c'était louable en soi. On n'en disconvient pas. Mais à quoi ça servait de prendre des unités aux capitaux belges, de les nationaliser, après de les tuer? Parce qu'en fin de compte, elles ont été tuées par une mauvaise gestion. Donc, on n'a rien fait. Il aurait mieux valu laisser même entre les mains des Belges et continuer à percevoir l'impôt. C'est ça la culture de la création de la richesse. Il a continué avec le processus de radicalisation, des rétrocessions, et puis il a rétrocédé en 73. Donc tout ça. La rétrocession, c'est en 78, si je ne me trompe pas. Non, je crois que c'est en 74. Donc il a 73. Donc voilà, c'était tout ça. Il a pris les biens des Portugais, les biens des Grecs, les biens des Espagnols et tout ça. Il les a remis à ses amis, comme on dit. À ses amis et tout ça, sans suivi. Et donc, il a détruit les tissus économiques. Et donc, je rappelle que c'est sous l'ère de Mobutu qu'il y a eu des pillages en 1991 et en 1993. Et on a détruit les tissus économiques. C'est quand même l'héritage de Mobutu. Je pense que les Rwandais nous ont envahis ici. Mobutu était vivant. Donc, l'entrée en 94, en 97, quand la rébellion a éclaté, Mobutu était encore vivant. Et donc, on ne peut pas dire ici que Mobutu était un grand président, vu le bilan qu'il a légué. Faye Nikombikai, est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'histoire doit nous enseigner quelque chose, est-ce qu'aujourd'hui, Faye Nikombikai, ne sommes-nous pas en train de faire du mobutisme sans Mobutu? Est-ce que les erreurs de Mobutu, est-ce que nous ne sommes pas en train de les répéter aujourd'hui? C'est vrai que Mobutu est mort, ça fait déjà plus de 18 ans. Alors, c'est vrai que l'échec a été cuisant, mais comment nous ne parvenons pas à nous rétablir? Parce qu'on connaît les erreurs de Mobutu. Oui, madame, je vais m'organiser de répondre à votre question dans le timing même parti par vous. Mais je venais de suivre l'analyse d'Israël. Mais il a fait une bonne analyse. Mais c'est une analyse partielle. Lorsqu'on fait une analyse sur le bilan d'un président, on ne voit pas seulement quelques secteurs. Il faut voir l'ensemble de tous les secteurs. Est-ce que sur le plan sécuritaire, ne peut-on pas reconnaître quelque chose à Mobutu? Sur le plan sécuritaire, bien sûr, lorsqu'on parle de Rwandais, les Rwandais n'étaient pas entrés ici comme étant de rebelles. Ils étaient entrés ici comme étant de réfugiés. Et sous la bénédiction des Nations Unies. Le couloir qu'on a ouvert. Le couloir, on avait ouvert. Bon, moi, je pense que non. Il y a eu plusieurs... Je lui donne un élément sur lequel il va rebondir. Oui. Juste un élément sur lequel il va rebondir. Oui. Qu'il me cite une seule guerre que Mobutu a gagnée. Aucune. 78, les paracommandos belges et français. Oh, s'il vous plaît, je vous en prie. Aucune guerre. Mobutu n'a gagné aucune guerre. Il a fait soit intervenir les mercenaires, quelqu'un qui avait une armée. Il a fait venir les mercenaires pour combattre à Bukavu, à l'Est, en 60. C'était des mercenaires. En 78, c'était les Français et les Marocains qui l'ont sauvé, les Belges. En 80, la même chose. Quelle est cette guerre que Mobutu a gagnée? Parce qu'on disait que Mobutu était un président qui avait une armée forte. Qu'il me cite une seule guerre que Mobutu a gagnée. Vous allez répondre. Moi, je n'ai pas dit que non, Mobutu avait une armée forte. Mais j'ai dit que Mobutu était un fin stratège politique et militaire. En politique, ce qui compte, ce ne sont pas des gesticulations, ce ne sont pas des bureaucraties, ce ne sont pas des stratagèmes. Ce qui compte en politique, c'est le résultat.
Est-ce que pour un président, lorsqu'il va recruter des mercenaires pour restaurer la paix sociale, est-ce un bien ou bien est-ce un mal pour la population? Qu'au lieu de se contenter d'une armée fébrile, d'une armée pâle, presque sans sang, et que de se contenter sur ses propres hommes au moment où le résultat est négatif. Moi, je pense... Répondez à la question d'Israël. Mobutu n'a jamais gagné aucune S'il guerre. vous plaît, si Mobutu a gagné de guerre, lorsqu'il y a une victoire, lorsqu'il y a échec sous le règne des X, il faut vous mettre dans son actif et soit dans son passif. Mais pourquoi vous voulez reconnaître? C'est ça le problème, ce que je comprends souvent dans le chef des gens. Lorsqu'il y a victoire, effectivement, on dit que la victoire a beaucoup de pères et l'échec est orphelin. Lorsqu'il y a échec, non, personne ne reconnaît pas l'échec. Mais lorsqu'il y a victoire, on dit que non, ce sont les mercenaires. Admettons qu'il n'y avait pas victoire, même quand même il aurait fait appel aux mercenaires. On dirait quoi? Oui, vous pouvez répondre. Je suis le plus âgé de tous. Je vous rappelle que je suis ancien député élu. Ça veut dire? Ok. À l'époque de Mobutu a gagné des guerres. Citez-nous. Les deux. Katanga 2. On a dit que le Chaba 1, le Chaba 2. Laissez-le s'exprimer. Il n'allait pas les gagner, il n'allait pas les... Laissez-le Ça, c'est s'exprimer. l'histoire, ne tronquez pas l'histoire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne tronquez pas l'histoire. Quelle est cette nation qui a gagné la guerre seule? Même les États-Unis font appel aux amis, aux alliés. Vous faites de il n'y a pas de nation qui gagne. Non, suivez. Je vous en prie. Et puis, plus loin, la l'azarianisation n'avait jamais été faite pour booster l'économie, pour l'indépendance économique. L'azarianisation avait été faite pour l'émergence de la classe nationale, de la classe moyenne congolaise ou zaïroise. Mais in voilà. fine, c'était pourquoi Hein? Mais Non, ça concourait à une indépendance économique. S'il vous plaît, La classe moyenne n'arrache pas l'indépendance économique. Oh là là. S'il vous plaît, Vous faites de l'amalgame entre la nationalisation et la zaïrianisation. Non, j'ai dit... La zaïrianisation avait différence. objectif la création de la classe moyenne congolaise. des nationaux. Zaïroise de la Oui. Mais je suis d'accord, mais pour revenir à vous sur la question, par exemple, de la guerre, vous dites qu'une armée, ça sert à quoi? Ça sert à protéger les frontières. Ça veut dire que les Congolais payent. Mais les frontières des autres pays étaient protégées à l'époque. Je suis en train de dire. Les autres attaques. Mais chaque fois qu'il y a attaque, ça veut dire que les frontières sont poreuses, on peut y accéder. Ça veut dire que chaque fois que notre pays, ça veut dire qu'on a une armée qui est censée protéger les frontières nationales. Cette armée, nous payons l'impôt pour qu'on l'équipe, pour qu'on la forme et tout ça, et on l'équipe avec des matériels militaires, les tenues, et la ration et tout ça. Mais chaque fois qu'il y avait une agression extérieure ou même interne, une rébellion, l'armée congolaise en elle-même n'était pas en mesure de gagner ces guerres-là. Ça veut dire qu'il y avait l'appui, soit de mercenaires ou soit des troupes marocaines ou françaises. Je suis d'accord. Ça veut dire que... Pourquoi ça veut dire quoi? Même de guerres bénignes, ça veut dire qu'on peut comprendre que d'État à État. Mais là, vous avez par exemple les gendarmes katangais qui s'élèvent, qui viennent. Mobutu était incapable. Il est allé supplier le roi du Maroc et François Mitterrand qui lui a envoyé les parachutistes. C'est grâce et Giscard d'Estaing. Et donc, la deuxième guerre, même. Et donc, le roi Hassan II s'explique très bien comment est-ce qu'il est venu en aide à Mobutu. Alors, quand on me dit ici qu'on avait une armée forte, mais regardez un peu comment est-ce que nos militaires étaient clochardisés. Comment est-ce que dans ces conditions on pouvait avoir une armée forte dans ce pays? Parce qu'on avait une armée à double vitesse. La garde pétrolière de Mobutu qui avait un traitement spécial. Et puis, bon, parce qu'on a de la famille qui était quand même dans l'armée. Et donc, vous regardez un peu les casernes de militaires. Vous regardez les sociétés de militaires. Tout ça a été délaissé depuis l'époque de Mobutu. Et après, dans ces conditions-là, on ne peut pas espérer bâtir un appareil sécuritaire performant. Nous allons terminer vraiment par un dernier tour de rôle. C'est vrai que le maréchal a été enterré à Rabat. Est-ce que pour vous, Fanny Koy, le retour de sa dépouille mortelle ne canalisera pas un tout petit peu cette cohésion nationale tant recherchée? Pourquoi aujourd'hui Mobutu n'a pas quelque chose, un mausolée, quelque chose? Pourquoi on ne l'honore pas? 32 ans de règne, comme l'a si bien dit Kanya Ngandou, on ne peut pas faire 32 ans de règne si on n'a pas été exceptionnel quand même, soit dans le mal, soit dans le bien. Pourquoi ne pas se souvenir dignement de ce président en République démocratique? Oui, madame. En quelques mots, parce que nous allons passer au chose. Nous devons nous poser la question de savoir, à ces jours, si on n'arrive pas à rapatrier le corps de Mobutu, c'est une raison venant de sa propre famille biologique ou bien le gouvernant actuel s'oppose? Si sa famille biologique a estimé bon de garder le corps du fait Mobutu là-bas, pourquoi nous devons en faire un problème? Moi, je pense que non. Cette question peut être amenée sur la place publique dès lors que sa famille biologique introduisait une telle requête et que Kinshasa refusait.
Mais est-ce qu'une telle règle avait été déjà introduite une fois? Alors, à ce moment-là, je crois qu'il ne peut pas y avoir débat. On ne peut pas forcer la famille de Mobutu à rapatrier, d'accord, si elle-même n'est pas encore d'accord. La d'accord. question, je le repose parce que je crois que personne n'a répondu. Est-ce qu'aujourd'hui, Israël Moutala, fait-on du moboutisme sur Mobutu? Bon, j'aimerais d'abord évacuer la question du mausolée. Moi, je pense que l'argent, on a très peu d'argent. Je pense que au lieu de construire des mausolées à X ou à Y, construisez les écoles, construisez des hôpitaux. Je pense que Mobutu, qu'il repose là-bas, c'est une affaire de sa famille. Sa famille a assez de moyens pour essayer de rattraper. Non, s'il vous plaît, ça c'est mon point de vue. C'est son point de vue. Ça veut dire que je dis pour moi que quand je vois qu'on construit un mausolée à Kassavubu, mon mausolée à X ou à Y, c'est de l'argent public jeté. Si on posait la question aux Congolais, ils vous diront que cet argent là-bas peut faire des routes, peut faire ceci, laisser les morts enterrer les morts. Et donc, occupons-nous des Congolais vivants qui manquent de quoi manger. Et sur la question, est-ce qu'on fait du moboutisme sans moboutisme aujourd'hui? Moi, je ne suis pas nostalgique de Mobutu et je le dis haut et fort. Donc, je rappelle que le moboutisme, quand même, c'était une dictature féroce. Et les gens ont perdu la vie dans ce pays ici. Donc, beaucoup de gens ont été massacrés ici. Je me rappelle encore de la marche de chrétiens. Je me rappelle de beaucoup de massacres que Mobutu a commis. Sur le plan des droits de l'homme, sur le plan du progrès social, sur le plan de la stabilité du pays, Mobutu, pour moi, le bilan n'est même pas mitigé, le bilan est négatif. Donc, moi, je ne suis pas un mobutiste, je ne regrette pas Mobutu. Et donc, sur la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui on fait du moboutisme sans moboutisme, à certains égards, on fait du moboutisme sans moboutisme. Quand on voit les violations sans Mobutu. Aujourd'hui, nous sommes dans un régime avec Kabila. Il y a des points où, en tout cas, à certains égards, c'est du moboutisme. Ou même plus que du moboutisme. À certains égards. Donc, il faut nuancer maintenant, aller chapitre par chapitre, volet droits de l'homme, volet progrès social, volet économique. Mais à certains égards, en tout cas, le régime actuel a des similitudes avec le moboutisme. Voilà, mesdames et messieurs, nous prenons le deuxième point, c'est la gestion des immondices. Faye Nikombite, vous sillonnez la ville de Kinshasa. Hier, on a vu la descente du Premier ministre Matata Ponyo pour, en tout cas, palper des doigts la réalité des terrains. Donc, voir de visu qu'il y a des poubelles à Kinshasa, peut-être qu'il ne croyait pas. Nous, on l'a dit, on a montré. Peut-être qu'il ne croyait pas, il a voulu le voir lui-même de ses propres yeux. Mais la toute première question, nous qui sommes des fins limiers, à qui doit gérer, en fait, les déchets d'une ville? Est-ce le gouvernement central ou la mairie? Non, en fait, qui est responsable de ça? Est-ce que c'est Kimbuta? En fait, la question est claire, ne mâchons pas les mots. Qui est responsable de ça? Est-ce Kimbuta ou Matata? Non, non, ça, ce n'est pas ça, c'est une responsabilité du gouvernement provincial. C'est le gouvernement provincial qui doit s'en charger. Mais la question ne doit pas, nous ne devons pas nous limiter seulement à chercher qui doit le faire. Parce que de toutes les façons, Kinshasa, c'est la capitale de la République démocratique du Congo. Aussi, le gouvernement provincial n'a pas assez de moyens. Le gouvernement central peut pas peut intervenir. Mais néanmoins, c'est une mission qui revient essentiellement au gouvernement provincial. Mais, quand je dis cela, ce n'est pas que j'appuie le gouvernement provincial qui n'a pas de moyens. Le gouvernement provincial a des moyens. Il peut tout faire. Mais malheureusement, vous comprenez, au Congo, nous sommes dans un état où on donne priorité aux futilités et les priorités, on ne donne pas de priorité. Lorsque vous prenez par exemple, voyez, lorsqu'un musicien meurt et lorsqu'il y a des problèmes qui engagent toute la nation, on tire beaucoup plus attention aux faits divers. Par exemple, lorsqu'un musicien meurt, vous voyez tout l'appareil provincial se mobiliser, dépensant beaucoup d'argent. Et lorsqu'on dit, est-ce qu'un musicien de son vivant, lorsqu'il est en train de prester, il preste pour sa famille biologique ou bien il preste pour tout le peuple congolais? Et lorsqu'il fait des recettes, ces recettes-là, il les gère avec qui? Mais ce sont des choses que nous devons... Parce que j'ai assuré, je suis un homme de terrain. Lorsque vous allez, par exemple, vous voyez tous les ponts réhabilités, pour soit construits. Malheureusement, j'avais déposé l'article que j'avais déposé ce matin, je ne veux pas notre journal là-bas. J'ai à me poser la question. Entre l'eau de bouteille et l'eau de sachet, qu'est-ce qu'il fallait interdire? Parce qu'aujourd'hui, il y a une mesure interdisant la vente d'eau en sachet. Mais allez là où il y a les ponts. Voyez la quantité des bouteilles en plastique qui bouchent même les ponts. Est-ce faudra-t-il
interdire l'eau de sachet ou bien l'eau en bouteille. Et que nous venons de voir avec le ministre, les ministres sortants de l'environnement, qui a eu aussi à faire cette ronde-là en cherchant comment déboucher tous les ponts. Mais allez-y aujourd'hui, vous vous en doutez, demain à mes frères, on fait des ça sur le lieu, vous allez vous rendre compte que non, presque 90% des ponts sont bouchés par des bouteilles. Oui. Kanga Ngandou, voilà, Kanya, merci Kanya Ngandou. La gestion des immondices, c'est vraiment l'image de Kinshasa, la belle qui aujourd'hui vraiment, qui en pâtit aujourd'hui. C'est vrai que c'est une guerre aujourd'hui entre le gouvernement central et le gouvernement provincial, mais comment ça doit se passer logiquement pour la gestion des déchets dans une ville? Madame... C'est vrai que Kimbuta a dit que le gouvernement central, après le départ de l'Union européenne, que le gouvernement central devait pallier à un moment parce que ça demandait beaucoup d'argent. Le gouvernement n'a pas respecté son contrat, et bien voilà les résultats. Mais qui en est le responsable? Merci bien. À qui doit-on se tourner pour résoudre ce problème? Merci bien, madame. En m'inscrivant dans la ligne droite du précédent intervenant, je voudrais penser que le problème de décharge publique, c'est un problème culturel, un problème de stratégie tout à la fois. Culturel dans Culturel, quel sens? pourquoi? On n'a pas la culture de la gestion de déchets. Pourquoi nous nous récrions aujourd'hui? C'est parce que ces décharges se sont entassées. Ils ont un aspect nauséeux. Et les Quinois se font même à cet aspect parce que c'est autour des décharges où s'invitent les mouches qui poussent la plupart des maléois. Les Quinois viennent, ils mangent dans l'insouciance et compagnie. Aujourd'hui, on doit se récrier parce que ces décharges se sont amoncelées, se sont entassées. Si on avait une politique par quartier, parce que néanmoins, il faut reconnaître... la gestion des... il faut reconnaître que la mairie ou le gouvernement provincial a posé des dépotoirs, c'est insuffisant, mais il y a des bouches pour déposer les immondices. Mais très souvent, vous voyez devant les parcelles, on a creusé des petites rigoles pour l'eau usée. Il y a bien de choses qui font que, à la longue, ça s'entasse, c'est de la merde. Mais de toutes les façons, maintenant que les immondices sont là, que doit-on faire? C'est la mairie. J'ai appris, heureusement, qu'on avait commencé le travail de curage de tous ces immondices. Mais à la longue, où est-ce qu'on va aller les déposer? C'est ça la question. Ça risque de créer aussi un autre problème. Il faut distinguer entre les déchets compostables et les déchets non compostables. Les déchets non compostables, c'est pourquoi je parle des problèmes de culture, ce sont les bouteilles, ce sont les emballages en plastique dont tu parles là-bas pour l'eau et compagnie. Tu as inauguré une usine de... C'est une option, c'est pourquoi j'ai dit qu'il s'agissait de stratégie. C'est une option à prendre, interdire les emballages non compostables, par exemple. En ce moment-là, tout ce qui est emballage est composté et ce qui est compost peut être rentabilisé parce qu'on peut le vendre comme engrais. Ouais. Vous avez souvent la formule 3-2-1, 3 portions de terre noire, 3 portions de compost et 3% d'urée. On peut faire ça. Mais quand on cure aujourd'hui, ça reprendra demain. Ça reprendra demain. Israël Moutala, la gestion des déchets, c'est vrai, vous êtes un économiste. Ça entre dans quelle branche dans la gestion d'une ville? La gestion des déchets, c'est comme quelque chose d'important parce qu'aujourd'hui on a vu l'image de Kinshasa partout dans le net. Nous qui sillonnons le net, c'est quand même nous sommes des belles femmes, mais quand vous dites bah oui vous êtes belle mais votre ville Kinshasa ressemble à une poubelle, ça fait quand même mal. Alors à qui, en tout cas, qui est le responsable de tout ça et comment doit-on faire pour gérer les déchets? Ça rentre dans quelle branche de l'économie et tout ça? Parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose de banal. Non, c'est pas banal. C'est pas banal la gestion des déchets. C'est pas banal. Ça veut dire que, d'abord, j'aimerais relativiser la crise de déchets qu'on a vu ici. Ça veut dire que partout ailleurs aussi, on a assisté dernièrement au Liban, même en Italie. Même en Italie, à Naples, je me rappelle. Oui, la crise de la gestion des déchets. Mais là, quand même, il y a déjà un circuit de gestion qui est assez huilé de déchets. Donc, ici, d'abord, chez nous, il faut d'abord construire des infrastructures pour accueillir les déchets. Et donc, il pourra asseoir, parce que nous partons d'abord d'un déficit justement de gestion de nos déchets, de toutes sortes, domestiques, même industriels. Donc, vraiment, on est quand même assez peu fourni en termes d'outils dans ce domaine-là. Mais il y a les déchets solides, il y a les déchets liquides, mais il n'y a pas que les déchets qui sont compostables, même ceux qui ne sont pas compostables. J'ai vu même avec
les bouteilles en plastique, qu'on pouvait en faire quelque chose. Ils sont recyclables. Parce qu'il y a un projet pilote qui a été exécuté, je crois, à l'OVD, où on pouvait faire de petites dallettes à mettre sur la chaussée avec de... J'ai vu ça. Voilà. Donc, la poubelle, c'est de l'or. La poubelle, c'est de l'or. C'est bien géré, mais à ça peut condition qu'on en fasse une économie. La poubelle, parce que pour revenir, c'est un domaine transversal. La poubelle, c'est la santé. Parce que si vous n'avez pas de bonnes poubelles, les poubelles sont mal entretenues, ça crée des maladies. Donc la poubelle, c'est une question aussi environnementale. Et donc, ça peut engendrer des nuisances, non seulement en termes sanitaires, mais en termes aussi d'esthétique, comme tu l'as dit. C'est moche, c'est laid de voir des poubelles qui débordent. La poubelle aussi, ça veut dire qu'il y a des nuisances odorantes, ça veut dire que ça sent mauvais, ça indispose les gens. Et donc, il faut absolument bien gérer ça. Mais c'est une question de nous poser, et Nico a bien dit la chose. D'abord, c'est une responsabilité du gouvernement provincial. Que fait le gouvernement provincial avec l'argent des Quinois? Parce que les taxes d'assainissement, c'est ça? On paie les taxes d'assainissement. Je encore d'autres minutes. C'est la question la plus importante. J'ai jeté un coup d'œil. Le budget de la ville de Kinshasa, c'est 500 millions de dollars à peu près pour l'exercice 2015, je crois, l'année prochaine. Donc voilà. Quelle est la proportion de ce budget? J'ai vu que c'est un budget vraiment saupoudré, mais il n'y a pas d'axe stratégique. Donc moi, j'aimerais savoir que font la ville de Kinshasa avec l'argent des Quinois. Que font nos bourgmestres avec l'argent des taxes? C'est ça la question. Et il faudrait absolument que les Quinois que nous sommes, nous soyons en mesure d'intégrer, que nous intégrions que évacuer une poubelle, ça coûte de l'argent. Il faut que nous soyons en même de payer une taxe. C'est aussi une culture personnelle, nous-mêmes aussi. Parce que moi, nous ne savons pas gérer nos propres déchets. Non, le problème c'est que non, les déchets sont là. Moi j'ai une poubelle, je suis abonné, je crois, à Bopeto. Je crois que je paye la semaine, je crois, 3600 francs, quelque chose. Moi je suis, voilà, 3600 francs. Mais bon, eux ils viennent, ils vident ma poubelle, mais qu'est-ce qu'ils font? Donc ils vont à peu près, donc ils vont soit dans les décharges, ou soit ils vont dans des rivières, ou pour verser la poubelle. Donc on n'a pas une gestion intégrée. Mais j'ai vu quand même que le gouvernement central, le gouvernement provincial a fait un effort, d'abord avec une grande décharge publique à l'est de la République. Parce qu'il y a d'abord la décharge finale. Parce que ici, en ville, à Limité, partout, je sais qu'on nous voit là-bas, ce sont des centres de transit. Ça veut dire que les ménages viennent, ils déposent leurs immondices, les camions de la mairie viennent, ils prennent et ils vont dans une décharge publique. Et la décharge publique, il doit y avoir de façon de broyer, de composter, de trier donc, et de recycler. Donc c'est vraiment, la poubelle, est-ce qu'on a cette culture? Est-ce qu'il y a toute une intelligence? Il y a un projet pour ça? J'en doute fort. L'Union européenne nous a aidés jusqu'à quel niveau? L'Union européenne nous a aidés, c'était 10 millions de dollars à peu près, le projet Parou. C'était 800 000 dollars par mois. Et donc, si on fait pas 12, c'est à peu près 10 millions de dollars. Et ce n'était même pas pour toutes les communes, parce que ça s'est limité à, je crois, Gombe, la République de la Gombe, Kalamu, zone de Kinshasa, Barumbu, je crois 4 ou 5 communes pilotes. Nous sommes 24 communes, donc, et même là, on n'a fait pas le maillage total de toutes ces communes. Et donc, ce projet ici, on a vu que le gouvernement provincial voulait se dédouaner de sa responsabilité. Ça montre qu'on a un problème de gestion de nos déchets liquides et solides. Parce qu'on n'a pas même des égouts dans ce pays. C'est à se demander pourquoi on n'a pas d'égouts, comment on va faire pour gérer nos toilettes. Même après la pluie, on a vu les images. On voit des images. Donc on a un problème de santé publique sérieux dans ce pays. Dans la ville de Kinshasa. Oui, Faye, qu'est-ce qu'on fait de nos taxes? Vous voulez rebondir par rapport à ça? Oui, madame. Vous avez posé la question des responsabilités. Je crois que les responsabilités sont aussi partagées entre la population et l'État. La population est fautive aussi. Non, elle a une grande part de responsabilité. Aujourd'hui, nos terrasses de nos caniveaux sont devenus aussi, sont transformés en faux septiques. Allez dans les anciennes communes. Peut-être vous qui habitez Mongafoura, mais allez dans les anciennes communes. Par exemple, quand il pleut, ils ouvrent leur deur. Non seulement quand il pleut, c'est pas pendant la journée. J'ai eu moi des problèmes avec quelqu'un il n'y a pas plus longtemps que 3 jours, à 14 heures. S'il vous plaît. Il a ouvert le faux septique, en train de déverser dans le caniveau. À 14 heures, madame. À 14 heures. Et moi, je crois aussi que non. C'est pour cela que j'ai dit que non, on n'a pas un État. On n'a plus de société de vidange. Non, mais ça veut dire ça existe tellement que les Congolais sont devenus trop pauvres. La pauvreté dépenser 150 $ pour ça pose problème. Mais il y a aussi une part de l'État. La part de l'État se trouve aussi à quel niveau?
L'État aussi doit renforcer aussi la sanction. Le contrôle hygiénique. La sanction. Je vais vous citer un pays, la capitale la plus réputée du monde, la plus réputée propre du monde, c'est la capitale de Singapour. On vous trouve avec des chewing-gums dans la poche. On vous interpelle. Pourquoi? Lorsque vous allez utiliser votre chewing-gum, où est-ce que vous allez jeter l'emballage? C'est supposé que vous allez jeter par terre. Dans une poubelle. Non, je dis c'est supposé. Parce qu'on ne peut vous tolérer que lorsque vous avez le chewing-gum sous prescription médicale. Si ce n'est pas, s'il n'y a pas de prescription médicale, on vous interpelle, vous avez une amende d'équivalent de 700 €. L'équivalent de 700 €. Tout ça, c'est pour que l'État arrive à faire comprendre à la population la discipline. Mais chez nous, il n'y a pas de culture de discipline. Mais lorsque vous allez aussi, il y a aussi certains messieurs qui se comportent en roi télé, les bourgmestres. Allez au grand marché. Le grand marché là est réparti. Il y a une partie qui est gérée par la commune de Barumbu, une partie de la commune de Kinshasa et une partie de la Gombe. J'avais un frère qui était commis dans le service de salubrité de la commune de Barumbu. Il sortait au moins avec 25 000 $ qu'on lui remettait après avoir compté la taxe de salubrité. Sans avoir compté ce que lui-même avait déjà structuré à la source. Il y a beaucoup d'argent dans cette histoire. Il y a beaucoup d'argent dans le marché. Mais allez au marché. Allez, croisement Rwakadingi Bokassa. Croisement Rwakadingi Bakongo. Madame, vous ne pouvez pas passer. Je vous vois avec des très belles sandales. Vous ne pouvez pas passer là-bas. Vous ne pouvez pas passer là-bas. C'est de la boue. Mais chaque jour qui passe, vous trouvez, il y a au moins 50 personnes qui sont là, mais qui viennent collecter de l'argent. Allez à Gambela, madame. Mais vous ne pouvez, lorsqu'il pleut, vous ne pouvez pas accéder là-bas, à moins que vous acceptez de vous salir. Tout ça, l'État a sa part de responsabilité. Moi, j'avais préconisé en son temps qu'on multiplie les stations de déchets, des dépôts de déchets, lorsqu'on les multiplie, pour que la population n'ait pas la raison de dire que non, c'est placé à distance. Qu'on les rapproche de la population, qu'on les multiplie. Mais que celui qui sera aussi surpris arrive aussi à être sanctionné. C'est ça aussi le problème, Kanyangandi. La culture par les Congolais. Le Congolais n'a pas la notion de la propreté pour sa propre vie. Comment on pouvait expliquer à quelqu'un qui prend son eau, par exemple, dans une bouteille à plastique, dès qu'il termine de le boire, il les jette carrément, surtout dans une voiture, et ben il les jette comme ça dans la rue, sans... On ne connaît peut-être pas les conséquences de la détérioration de l'environnement. Alors comment faire pour sensibiliser en tout cas cette population par rapport au danger des matières en plastique? On le sait qu'au Rwanda, il y a aucun, même à l'aéroport à Kigali, il n'y a rien de plastique, de matières plastiques qui entrent. Et pourtant, si je me souviens bien, le ministre provincial avait pris un arrêté par rapport à la production des sachets, mais ça continue. Alors comment faire pour faire comprendre à cette population? C'est à lui aussi de jouer un rôle pour la propreté de son environnement. Oui, madame, je suis la heureux. pauvreté n'exclut pas tout ça. Je suis heureux de constater que nous convergeons tous et que nous avons tous parlé de l'élément culturel dans nos différentes interventions. C'est un problème du mental. On dit que le noir est sale. Ça revient à dire ça, que le noir est sale. On l'a dit. Le noir est sale. C'est ça, là, en tout cas, la conclusion est là. Je ne voudrais pas discriminer parce que je suis noir. Mais oui, ça se voit. Regardez, le noir a de problème. Nos villages ne sont pas sales. Nos villages ne sont pas sales. du tout. Nos villages ne sont pas sales. Nos villages ne sont pas. Nos villages sont bien entretenus. Ils sont très bien entretenus. J'avais la parole encore. J'avais encore la parole. Oui, je vous en prie. Nous allons répondre. Oui. C'est un sujet. Alors j'ai dit, c'est un problème culturel. Oui. Excusez-moi de penser à Paris ou ailleurs. On vous dit là, c'est le quartier arabe. C'est ça, il est très sale. C'est-à-dire, on associe une culture à la saleté. À la saleté. Donc c'est indissociable. Donc le problème ici, c'est un problème de vulgarisation. Je suis d'accord. D'éducation. D'éducation pour obtenir que les gens se rendent compte de leurs responsabilités. D'abord, pour la poubelle devant chez soi, pour la décharge, comme elle l'a dit, mon jeune ami Israël, et la décharge au coin de la rue, ça devait être d'abord ces grands problèmes-là. Alors j'ai rejoint M. Faïk en disant qu'il faut effectivement une politique de sanctions. À l'époque belge, il y avait ça. On trouve dans votre parcelle une poubelle qui traîne, qui est remplie, vous avez des amendes. Je crois qu'il y a un travail, il y a un service d'assainissement, une brigade, et même toute une faculté peut-être d'assainissement public et compagnie. On doit mettre tout ça à contribution. Ça ne sert à rien de curer les décharges
présente, parce que le lendemain, ça sera le même cycle. Tout à fait. C'est seulement symptomatique. Israël Moutala, c'est vraiment une question, comme on l'a dit. Est-ce que le noir est sale? Non. Parce que quand on parcourt, comme l'a dit notre grand frère Kanyangandou, quand on part par exemple à Paris, on va dire ça c'est le quartier des Arabes, et bien on voit déjà la tête. Même à Jobourg c'est la même chose, quand on dit ça c'est le quartier des Blacks, ben vous voyez. Est-ce que c'est une question culturelle? Est-ce que le noir est sale? Non, le noir n'est pas sale. Parce que moi, je suis quand même sillonné nos villages. Nos villages sont modestes, sont pauvres, mais sont quand même, ils sont quand même propres. Je vois la cour qui est bien balayée, tout ça souvent dans nos villages. Mais la question, moi je dis, c'est une question d'abord d'éducation et d'instruction. Regardez l'État. Vous allez dans les bureaux de l'État, ils sont sales. Les toilettes sont sales. Jusqu'à récemment, il fallait entrer dans l'immeuble de l'ONATRA, il fallait voir comment est-ce que les immondices étaient accumulés. Il y a qui même quand il est arrivé pour évacuer ces immondices-là. Regardez les édifices publics. Voilà. Donc, les édifices publics, l'État lui-même, qui est censé être le modèle, qui doit avoir des bonnes toilettes, qui doit avoir des poubelles, l'État lui-même dans ses édifices, il est sale. Et alors c'est difficile. Regardez nos écoles. Comment est-ce que vous allez apprendre à nos jeunes enfants que la propreté, la santé, c'est bon, c'est tout ça? Parce que d'abord, les toilettes à l'école ne sont pas propres. Regardez dans nos hôpitaux. Les hôpitaux qui sont censés... écoutez, on est Congolais. Regardez, on a des problèmes d'abord aussi du fait que l'eau de la régie des eaux n'est pas courante. Il y a tout ça. Aujourd'hui, c'est parce que c'est ça aussi pour la propreté, elle se fait avec aussi de l'eau. Or, si l'eau n'est pas là, voilà. Moi, j'ai des réserves d'eau. Ça veut dire que pour que tu tires la chasse d'eau et qu'il y ait de l'eau chez moi, il faut attendre au-delà des minuit. Et pour avoir de l'eau courante, il faut au-delà de 5h, 5h30. Donc au-delà de là, je n'ai pas de l'eau courante. Donc tu as beau avoir la baignoire ou tout ça. Alors, mais ça revient à l'idée que l'homme noir a des problèmes. Non, on n'a pas de problème. Ça veut dire, on a des problèmes. On a des problèmes de pauvreté. Parce que qui engendre la saleté, peut-être. La pauvreté engendre la saleté. Parce qu'il y a des gens qui sont de bonne foi. Ton voisin qui vide sa fosse septique dans le caniveau, il n'a pas les moyens. Parce que je parle d'abord, si tu es fonctionnaire de l'État, tu es huissier. Le huissier au Congo a à peu près $90. Je donne un exemple. Ça veut dire que pour évacuer les fosses septiques, ça a un coût. Et tu as donné $150 pour appeler le camion vidangeur. Mais dis-moi, tu gagnes $90, tu es huissier. Ta fosse septique est pleine. Dis-moi par quelle magie tu l'évacues. Dis-moi, si tu as la recette, tant mieux. Moi je dis quoi? C'est comme... Je peux te répondre? Vous êtes à combien dans la parcelle? Et donc, voilà parce que le processus de vider les fosses septiques dans les trucs, c'est courant. Et moi je connais des gens qui l'ont fait et qui le font. Ils ne sont pas si sales que ça. C'est question de moyens. Question de moyens. Et c'est question de pauvreté. La pauvreté, ne négligeons pas l'incidence de la pauvreté sur l'amplification. Nous sommes presque à la fin, oui. Vous savez que je suis le plus grand tribun. Mais en certaines matières, je ne peux pas accepter que vous puissiez toujours appuyer mon peuple de cette manière-là. Non, le peuple aussi a une grande part de responsabilité. Il y a de ces parcelles où il n'y a même pas de toilettes. Oh. Ah oui, madame. Il y a de ce passage où il n'y a même pas de toilettes. À Kinshasa. Et dans le quartier populaire. Je ne parle pas de Faubourg, je parle dans le quartier populaire. Et tout ça, vous allez encore incomber la responsabilité à qui? Il y a aussi... moi, je suis arrivé à la conclusion que peut-être pour que le Congo se booste... Mais comment ils font? Il faut instaurer même la semi-charia. Pour que les Congolais reviennent. Mais il faut vulgariser. Il faut vulgariser. M. Kanya a donné les respects. L'esprit humain, tout être humain, Israël, il faut l'éduquer, il doit prendre conscience. Si Israël, tout être humain est tenté d'aller toujours vers le mal. Ouais. Mais les sanctions existent, la brigade, la loi existe, ça veut dire que si tu vides, si par exemple l'agent sanitaire vient ou l'officier de l'État, le policier vient, il fait un PV et tu auras des amendes, tu auras la mairie, et voilà. Mais il faut faire respecter cette loi-là simplement. Mais c'est ça le problème, c'est ça la sanction. Ça nous dit la sanction. Il faut que la sanction soit un peu forte. Mais d'abord l'État lui-même, parce que l'État lui-même... Écoutez, je n'épargne pas l'État. L'État est le premier responsable. Mais au-delà de cela, le peuple aussi est aussi responsable. L'État, lorsque l'État constate que celui-ci a dérapé, a énervé la loi, l'État doit sévir. Nous sommes vraiment à la fin. On a vu la ville de Kinshasa, pareil. Vous qui sillonnez aussi, c'est vraiment en quelques minutes la RDC. Est-ce que toutes les grandes villes de la RDC donnent cette image? Lubumbashi, Kisangani, Matadi, c'est comme ça. Non, Kinshasa a ses particularités. Je connais certaines familles à Kinshasa. Non, vraiment, on pousse une seconde. Oui, on dit c'est Kisangani, Lubumbashi. Je ne pense pas. Non, ça veut dire que à Kinshasa, il y a une forte concentration humaine
Ce qui fait qu'il y a une forte pression sur l'environnement et on est très concentré sur un petit espace. Les problèmes de Kinshasa sont plus ou moins exacerbés par rapport à Lubumbashi que je connais bien et à Kisangani. D'ailleurs, au Kisangani, c'est même très propre. J'y étais dernièrement. C'est très propre. Il n'y a pas encore ce problème. Il y a eu à l'époque des villes propres. Je parle de la ville que je connais, où j'ai fait mes études. Je suis né à Lubumbashi, mais j'ai fait mes études à Likasi. Likasi, c'était la ville la plus propre du Congo. Mais elle est toujours. Elle est toujours. Ça fait longtemps moi, que j'y étais. Bon, il propriété relative. Hein? Non, elle est toujours très propre. J'y étais récemment. Je crois que peut-être qu'on doit recourir à ces histoires de remettre un peu le concours de ville propre. Peut-être ça va nous stimuler un tout petit peu. Mais que ça ne soit pas monnaie. Peut-être faisons ça, hein, peut-être ça sera vraiment quelque chose de bon. Nous n'avons pas eu le temps de parler de dialogue, mais bon, le dialogue est imminent, on en reparlera. Mais l'environnement aussi est une chose très très capitale parce que quand la ville est sale, quand ça va entraîner des épidémies, on n'a vraiment pas envie d'avoir la choléra le choléra à Kinshasa. La ville qui va héberger les dialogues. Voilà, donc c'est là. Voilà, merci de la formule Kanyangandou. La ville qui va héberger les dialogues doit être propre. Quel dialogue encore? Oui, le dialogue qui est imminent. Non, il reste 392 jours. Les dialogues n'êtes pas à l'ordre du jour. Voilà, mais Kinshasa sera notre problème. C'est notre problème. Mais Kinshasa, c'est la ville qui abritera le dialogue, comme Paris, ce sera la ville qui abritera le COP 21. Voilà, donc nous nous battons tous pour aller à Paris pour participer au COP 21. Mais battons-nous d'abord pour que Kinshasa soit vraiment Kinshasa la belle, parce que vraiment c'est le miroir de notre pays. Et bien, nous reflétons tous Kinshasa. Sur le net, nous avons un peu honte de nous expliquer avec nos partenaires, avec nos amis d'autres pays africains. C'est vraiment quand on dit vous êtes de Kinshasa, Kinshasa la poubelle, mais on doit toujours se justifier parce qu'on aime ce pays plus que tout. Merci à vous mesdames et messieurs pour votre fidélité. Merci à Faye Nikombika de sa disponibilité. Merci à Kanyangandou de Gaza Hebdo. Vous l'avez découvert. WebPress, c'est ça. C'est le magazine qui vous permet de découvrir les compétences et les intelligences de mon pays. Et je termine par mon estimé confrère Israël Moutala de Business and Finance. Une intelligence fine que j'apprécie et je ne le dirai jamais assez. Nous nous retrouverons dans les réseaux sociaux et la semaine prochaine pour le WebPress Live. Au revoir.